Il fait moins de 10 degrés, nous sommes à Paris, au pied d'un monument, la Tour Eiffel, 324 mètres de haut, construite en 1889 par Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. C'est ici, mesdames et messieurs, que débute notre périple, un périple consacré à la diaspora guinéenne. Comment cette diaspora s'organise, comment elle est structurée, les hauts et les bas de cette diaspora, vous allez tout savoir à travers ce magazine d'investigation ici à Paris. Bienvenue à toutes et à tous. Mohamed Gassama, donc adjoint à la maire du 20e arrondissement de Paris en charge des relations internationales. Marthe Dedeko-Ivogui, la directrice de Studio Dream Production. Diallo Mamadou Boubacar, le président de l'Association des jeunes guinéens de France. Ibrahim Ba, j'ai passé la meilleure baguette en 2006. Safiatou Diallo, je tiens un restaurant qui s'appelle Teranga. Ibrahim Lampi, secrétaire à l'animation culturelle et sportive de l'Association des jeunes guinéens de France. C'est Mono Musica, l'écurie des garçons raffinés. Manami Diara, j'ai 28 ans. Une grande fierté pour moi d'être Miss Guinée France 2013. Je salue tous les Guinéens et je vous aime tous. Jabi Mama, j'ai 20 ans, je vis à Paris. Tana Mouna, Mbalbe Kontona, Gaboso Oma de Nikeni C'est Anjara. Au nord de l'Hexagone, au cœur de tous les regards, une grande métropole au paysage carte postale, Paris. On y trouve d'importants foyers africains, zoom spécial sur la communauté guinéenne. Ils viennent des quatre coins de la Guinée. Ici, chacun a en mémoire son premier pas sur le sol français. Chacun lutte pour prendre en marche le rythme effréné de la vie parisienne. Certains y arrivent, d'autres non. Mais tous ne perdent aucun iota de leur courage, car hommes et femmes, loin de leur famille, comme on le dit dans le jargon, on quitte le bled pour venir se chercher. Je suis au chômage, je fais rien en ce moment. Je me cherche, voilà quoi. Derrière ces images féeriques, la vie à Paris révèle parfois des surprises désagréables. Et il m'est arrivé de me retrouver dans une situation précaire où il fallait manger des pâtes. Et il m'est arrivé de dormir dans le métro parce que voilà, il n'y avait pas assez de moyens. L'ambassade devient alors le seul recours pour certains. Mais là encore, on n'a pas la clé à tous les problèmes. Chaque pays a des règles. Venir ici en situation irrégulière, penser que moi, ambassadeur de Guinée, je peux influencer la politique française d'immigration, c'est un leurre. Quelqu'un qui vous le dirait, vous aura menti. Cap sur le 20e arrondissement de Paris, où se tient le premier forum guinéen pour l'emploi, une initiative de la dynamique association des jeunes guinéens de France avec l'appui du gouvernement. Dans la salle des fêtes, une vingtaine d'entreprises venues de la Guinée. Le déplacement vaut la chandelle car face à elles, de jeunes brillants, diplômes en poche, prêts à rejoindre le bercail à condition d'y trouver un job et des conditions de vie acceptables. Si j'ai déposé mon CV aujourd'hui au Forum de l'Emploi, c'est parce que j'attends de voir en fait réellement ce que propose la Guinée au jour d'aujourd'hui aux jeunes comme moi qui sont résidents en France et qui souhaiteraient contribuer au développement de la Guinée et apporter leur pierre à l'édifice. Le lendemain, nous décidons de nous rendre à Saint-Martin. On y trouve, nous dit-on, des Guinéens. Sur les lieux, nous découvrons le Fouta Diallo, un restaurant très prisé par tous ceux qui veulent se rappeler des plats africains. La propriétaire est cette dame qui, à partir d'un rien, réalise aujourd'hui un peu plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Pour ouvrir une société, il faut mettre 50 000. À l'époque, c'était en francs français. Donc on a commencé par ça, parce qu'on avait déjà géré 2 ans un restaurant. Donc on avait un peu de trésor, mais le problème pour acheter le Fouta Diallo, la banque ne nous a pas accordé le crédit. Et puis après, entre-temps, nous, on s'est débrouillé avec le vendeur qui nous a fait un crédit vendeur. D'accord. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires du Fouta Diallo, on peut dire quoi? On peut dire dans les 200 à 300 000. Sauf que maintenant, vers la fin, là, c'est un peu difficile.
parce que la crise, ça a touché tout le monde, y compris nous. Loin de sa Guinée natale, elle ne perd jamais une occasion de s'informer sur ce qui s'y passe. Seulement, le Fouta Djallon ne parle pas politique. Elle préfère garder tous ses clients, quelles que soient leurs obédiences. Nos politiques, je n'ai pas envie de parler de politique. C'est pourquoi je vous ai demandé. Oui. Et nous ici, tout le monde est pareil. Donc on ne parle pas de politique. Moi, je discute politique. Mais au fait, dans mon restaurant, j'évite. Pourquoi? Parce que je suis une commerçante. Donc moi, je reçois tout le monde ici et je suis bien avec tout le monde. Dans la même rue, un salon de beauté et de coiffure. Ici, hommes comme femmes trouvent ce dont ils ont besoin pour le glamour. Après avoir longtemps travaillé pour un patron, Ali Yassila a réuni ses économies pour ouvrir son propre salon. Il vole désormais de ses propres ailes. Tout au début, j'étais simple salarié. Je travaillais chez quelqu'un d'autre comme salarié, coiffeur salarié. Et du coup, j'ai trouvé l'idée d'ouvrir ma propre salon. Donc, comme je vois que par rapport au financement et tout, et moi seul, je ne pouvais pas. Je cherchais un associé et j'ai trouvé ma femme. Donc, c'est avec elle que je suis associé. Et je n'avais pas vraiment de budget. À peu près, il faut à peu près 10 000 €. Donc, comme au jour d'aujourd'hui, j'ai mis cette loi en place. Même si tu as 1 €, tu peux ouvrir ton propre entreprise. Mais le chiffre d'affaires, c'est à peu près 70 000 €. Il y a des salariés, donc il faut payer leurs cotisations. Il ne faut pas dire oui, 70 000 €, on gagne beaucoup, mais c'est qu'on paye aussi les impôts et TVA, c'est énorme aussi. Chez Maman Diaby, il y a une cérémonie. Elle rappelle celle qui se tiennent en Guinée avec des griottes, des femmes vêtues de parures qui scintillent. Ce n'est donc pas parce que l'on est à plus de 400 000 km de chez soi que l'on oublie ses mœurs. La solidarité, le sentiment d'appartenance à une même nation, à une même communauté sont autant ancrés ici aussi. Ibrahim Ba, un exemple de bravoure de la diaspora guinéenne en France. Pâtissier, boulanger, il possède à Paris 3 magasins et de nombreux élèves français comme africains qui viennent tous puiser dans son immense savoir-faire. Ça a commencé en 89 quand j'arrive en France. Je suis venu pour étudier et jouer le football. Et puis j'ai vu que ça n'a pas marché. J'ai vu que le financement c'était énorme. Donc j'ai trouvé une école boulangerie-pâtisserie qui s'appelle CFA de Montreux. Et à laquelle je suis allé à l'école pendant 2 ans en boulangerie, 2 ans en pâtisserie. J'ai passé mon CAP BEP. Et après, je travaillais pendant 12 ans pour un patron. Et donc, j'ai vu qu'en travaillant avec ce patron, je ne peux pas m'en sortir pour créer une boulangerie. J'ai abandonné le métier pour partir dans le taxi parisien, à laquelle je me suis installé pendant 3 ans en tant que taxi parisien. J'ai eu un apport personnel, je suis revenu dans la boulangerie. Un savoir-faire qui lui a valu le prix de la meilleure baguette de nombreux voyages à l'étranger au compte de la mairie de Paris. J'ai passé la meilleure baguette en 2006 et j'ai gagné le lauréat national et régional. J'ai été médaillé par monsieur le ministre René Detreil, Palais de Bourgogne à Paris. J'ai gagné le voyage pour aller en Chine et au Japon et aux États-Unis par l'État français. Direction la province pour la visite des autres boulangeries de Ibrahim Ba. L'impôt lui revient très cher. Il aurait bien voulu que cela profite à sa Guinée natale. Il s'estime heureux, mais en même temps malheureux. Alors, en termes d'impôts, on paye pas mal, mais je donne à peu près 30 000 € à trimestre, par trimestre à l'État français pour à peu près 17 à 20 ouvriers
y compris les apprentis. Donc j'aurais souhaité que ce soit encore mon pays qui en bénéficie, quoi. Quand je vois tout le gamme de produits qu'on fabrique dans un pays à l'étranger, hein, comme la France, et que je vois dans mon pays tout le monde à faim, donc je suis malheureux. Ibrahim est le seul noir à posséder une boulangerie dans sa mairie. Il est très connu par les habitants qui apprécient autant la qualité de ses produits que l'accueil qu'il réserve à sa clientèle. Je suis le seul noir à installer, à avoir le commerce pratiquement ici. Il y a une autre femme qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, une Géroise qui est à côté. Sinon, il y a d'autres blacks qui sont très contents, ils sont fiers de moi. Et puis quand ils me voient, ils me saluent avec le respect. Ça donne également l'image pour tous les blacks qui sont là. Bon, ça va la santé? Ouais, ça va. Et toi? Et toi, ça va? Je peux vous dire que depuis qu'Ibrahim est là, tous les gens de Boissy achètent beaucoup le pain chez Ibrahim Ba parce qu'il est vraiment bon, bien servi, et l'ambiance avec les rapports qu'il a avec son personnel et les rapports que le personnel a avec la clientèle est excellente. Je tiens à te le dire. Et ça compte, tu sais. Quand on est mal reçu, on ne revient pas. Absolument. Même si c'est propre et tout. Absolument. Ibrahim, bon courage. Merci. Au revoir. Merci. Mais à chaque fois qu'il parle de la Guinée, une certaine tristesse se lit sur son visage. En y ayant toujours pensant c'est nous, quoi. Ouais, chez nous, en Guinée, que je pense un pays que j'aime bien, j'aime la population guinéenne, j'aime ma faire. Ça me fait pitié de ce pays-là, quoi. Je pense que moi, je mange avec mes enfants, avec mes frères qui sont là, et puis j'ai d'autres frères et mes enfants, et ma femme qui est en Guinée, et que d'autres frères qui sont là-bas, qui je ne partage pas avec eux, donc ça me fait un peu mal au cœur, hein. Ça me fait un peu triste, quoi. La Guinée occupe ses pensées. Il compte bien s'y installer un jour, même si beaucoup de choses lui déplaisent dans le contexte actuel. Déjà, dans un premier temps, on pourra commencer, comme je vous dis tout à l'heure, par l'insécurité déjà. Hein. Deuxième chose, par l'ethnocentrisme, hein, à laquelle les Guinéens sont focalisés, entre de dire l'autre c'est un peu, l'autre c'est un malinqué, alors que nous tous, nous devons mettre ensemble pour travailler notre pays concrètement. Et puis, plus forte raison, réaliser notre pays et que chacun soit content de son côté. Et donc, je ne suis pas content d'entendre ça. Ça, c'est premièrement. Le second, c'est de savoir que tous les Guinéens, les jeunes, les uns et les autres, se mettent en politique, alors qu'on est apolitique. Normalement, on n'est pas des politiciens. Il y a des gens qui sont confiés à la politique. Nous devons se donner la main pour émerger notre pays. La question ethnique est souvent source de conflits en Guinée. Des familles s'en trouvent divisées et des politiques en font des arguments de propagande. Au restaurant La Teranga, un couple vit loin de ce monde. Par la force de leur amour, ils ont fait disparaître ces barrières et démarrer leurs propres affaires. Et tout va pour le mieux. Avec ma femme Peul, je travaille au restaurant ici. Donc on passe beaucoup de temps ensemble à travailler. Et ce côté-là, on a eu pas mal de soucis, mais on est resté soudés. On n'a pas cédé à la division, on est resté soudés et puis on a toujours joué à l'unificateur. Donc tous les compatriotes qui venaient par-ci, par-là. Donc cette idée-là, on a toujours lutté contre la division. Donc nous, tout ce qu'on veut, la Guinée, c'est une famille, donc on reste en famille. L'ethnie n'a pas de frontières chez nous. Okay. Ici, moi je suis de la baie, lui il est de Farana, mais ça ne veut rien dire que parce que l'autre est malinqué, l'autre est Peul, que ça va changer quelque chose. C'est l'amour qui compte entre nous. Et moi personnellement, ma maman est malinquée, mon père est Peul. Alors l'histoire date depuis le siècle. Madame cuisinière, monsieur serveur, la Teranga n'attire pas que des Guinéens. La diaspora africaine y est aussi au rendez-vous. On est Guinéens, mais on a beaucoup de clients étrangers. En fait, on dit
Conti, ici c'est l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce qu'il y a tout le monde qui vient ici. Oui, nous venons très souvent. Il y a une grande communauté congolaise qui fréquente la Teranga parce que c'est un restaurant spécialité guinéenne, c'est vrai, mais ouvert un peu sur l'Afrique. Voilà, donc tout le monde s'y retrouve. Ça va au-delà de la Guinée en fait. Basilique Saint-Denis, nous faisons la connaissance de Madame Koivogi, directrice d'un labo photo. Une femme dynamique qui a percé les secrets de la photographie et a légué son savoir-faire à son fils. En fait, l'histoire date il y a quand même plus de 15 ans que nous sommes dans la photo-vidéo. Et nous avons eu l'initiative, voilà, il y a plus de 10 ans de cela, de se mettre à notre propre compte. Donc nous sommes dans la vidéo et la photo. Moi, je m'occupe de la clientèle des entreprises. Et Mohamed Traoré, ici présent, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est événementiel. Donc dans le reportage mariage, notre clientèle, c'est plus le côté oriental, parce que c'est eux qui se marient le plus ici. Et dans l'événementiel, c'est-à-dire on fait des tournées avec des artistes. Récemment, on en a fait une avec l'artiste La Fouine pour sa tournée Capitale du 3. Retour au 20e arrondissement de Paris, à la rencontre d'un monsieur qui a des origines guinéennes et plutôt bien intégré dans la société française. Mohamed Gassama, donc adjoint à la maire du 20e arrondissement de Paris, en charge des relations internationales, des liens interculturels, de la francophonie, de la démocratie locale et des budgets participatifs. Malgré cela, il continue à se battre pour se maintenir. Les combats sont multiples, vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Quand on mène un combat politique, on a plus d'ennemis d'amis. Donc forcément, il faut se battre au jour le jour, montrer que la place que l'on a n'est pas usurpée, montrer surtout dans le contexte France que cette immigration, je suis issu d'une immigration, comme vous l'avez répété tout de suite, vous l'avez dit tout de suite, oui, il faut montrer que on n'est pas là, on n'a pas volé notre place, on l'a rempli comme il le faut, on fait les actions qu'il le faut. Donc mon parcours, oui, il est aussi mu de ces combats-là, hein, de ces aspirations-là. Et donc, oui, arriver là où on en est, quand on est en France, on s'y dit que c'est exceptionnel. Mais je dis qu'avec un peu de travail, de crédibilité dans ce que l'on fait, et de fédérer autour de soi, autour d'une politique, les populations, parce qu'on est aussi dans l'intérêt général, et l'intérêt général c'est de tous les citoyens, c'est pas simplement une partie des citoyens, ben, on arrive quelquefois à créer des émulations comme on l'a créé le 9 et le 10 novembre dernier. La diaspora guinéenne est donc bien active en France. Cependant, quelques problèmes liés à la politique s'ingèrent dans les relations. Elle se bouge, elle s'organise de mieux en mieux, effectivement on le sent, même si effectivement on a quelquefois des petites tensions liées plutôt, je dirais, à la politique que réellement au fait sociétal. Oui, elle s'organise clairement, elle essaie vraiment de trouver des structurations idoines à l'émergence de cadres, et je pense que le salon de l'emploi et cette structuration de la diaspora vont de pair dans la mesure où c'est la détection de cadres qui permet au pays de se développer. Car un pays qui n'a pas de cadre intermédiaire, parce que c'est ça le but aussi de ce genre de salon, c'est d'avoir des cadres intermédiaires qui retournent au pays et qui développent le pays de façon claire, nette et précise. Même s'il est un exemple de réussite à l'étranger, M. Gassama a sa propre analyse de l'importante vague d'immigration des jeunes à la recherche d'un Eldorado. Je sais que les pays africains sont difficiles, la pauvreté y est vraiment assez ancrée. Mais néanmoins, le développement ne peut se faire qu'en gardant les forces vives dans le pays. Hein. Et il faut que les gouvernants, parce que c'est aussi ça, créent les conditions du développement économique, du développement social des populations. C'est pour ça qu'effectivement, malheureusement, les jeunes s'en vont des pays. Quand on crée les conditions d'un retour intelligent, d'un recours construit dans le pays, les gens veulent revenir. Parce que
il y a une fibre patriotique qui est vraiment présente. Les gens ne veulent pas partir de leur pays de plein gré. Si on peut construire soi-même son pays, je pense que le mieux c'est d'y rester, et tout le monde a envie d'y rester parce qu'on vit mieux que chez soi qu'ailleurs, bien sûr. Donc l'immigré n'est pas quelqu'un qui vient manger le pain des Français. L'immigré, et même des Français émigrent hors d'Europe, c'est simplement parce qu'on ne trouve pas les conditions de l'émancipation sociale, économique, dans le territoire où on est né. Donc le conseil que je donne, c'est surtout aux dirigeants, aux classes dirigeantes et aux acteurs économiques, de dire que créer les conditions pour que les populations puissent rester dans le pays et co-construire le pays économiquement, socialement. Et c'est par ce moyen-là qu'on va, je dirais, arrêter l'hémorragie, parce que l'Afrique a trop besoin de ces forces vives pour pouvoir émerger. S'ils partent, c'est du moins pour les pays. Un autre parcours atypique, c'est celui de M. Diarra Ibrahim Khalil. Je vis en France depuis plus de 30 ans. Je suis arrivé en 81. C'était pour venir apprendre, se former et retourner. Et donc je suis venu dans ce cadre. On apprécie le pain lorsqu'on sait qu'il est dur à gagner. Et je crois que ça veut déjà tout dire dans l'existence, que rien n'est acquis. Mon premier boulot, ça je m'en réjouis toujours. Et on appelle ça généralement ici la manutention. Manutention, c'est tout ce qui est travaux physiques. Donc j'étais manutentionnaire, je chargeais des camions. Donc de papier peint, de meubles, donc on chargeait tout le long de la journée. Voilà, c'était mon travail. Actuellement employé à la fonction publique française, il doit sa présence sur le sol français à son audace lorsqu'il n'était qu'un étudiant. Je me suis permis d'adresser une lettre et demander une audience au président Mitterrand, personne. Donc j'ai fait un courrier au président Mitterrand. Et j'ai eu la suite du courrier, donc par son conseiller, M. Cyril, qui m'ont demandé d'exposer mes doléances, ce que j'ai fait. Et par la suite, j'ai eu quelques cours, j'ai eu mon titre de séjour. Je ne l'écris pas parce que, comme on dit dans le jargon, j'ai pété un plomb. Je l'écris parce que je suis dans mon grand droit, c'est chef d'État, d'abord un père de famille. Donc je l'écris en tant que fils, quelqu'un qui s'adresse à un père de famille, en disant « Donnez-moi la chance de pouvoir faire mes études et développer le chemin ». Contrairement à d'autres, M. Diarra s'intéresse à la politique. Il a un regard attentif sur ce qui se passe dans son pays. Mon regard sur la Guinée, d'après mon expérience en France ici, c'est qu'il y a une question de mentalité. Et que le Guinéen se dise et qu'il se persuade que l'État est pérenne, l'administration est pérenne. C'est-à-dire qu'elle nous survivra à tous. Nous ne sommes que des hommes, des serviteurs de l'État. Nous passerons et l'État restera. Étape suivante. Nous sommes à la place des droits de l'homme, à la place de Trocadéro. C'est ici à chaque fois qu'il y a des massacres de par le monde ou qu'il y a une violation des droits de l'homme, là où les associations, les acteurs des droits de l'homme se retrouvent pour manifester en fait leur désarroi ou dénoncer en fait les abus de pouvoir de par le monde. En compagnie d'un jeune Guinéen qui a traversé les galères de la vie parisienne. Bon, c'est comme le rêve de tout jeune Guinéen, c'est-à-dire après les études universitaires ou après juste le bac, venir étudier en France ou dans un grand pays. Mais bon, compte tenu de la situation financière de la famille qui est un peu plus ou moins modeste, quoi, il fallait choisir un pays où les études ne coûtaient pas cher. Donc c'est dans ce cadre que je me suis retrouvé en France, quoi. À peine arrivé en France, Korka découvre que la vie à Paris était différente de celle qui s'était faite en tête. La désillusion ne s'est pas fait attendre. Vous savez, quand on vient, on est encore obnubilé par ce rêve. On pense que l'Europe ou l'Occident en général, que c'est un Eldorado. Et on arrive, on croit que tout est comme ça. On se démerde avec l'argent récolté d'ici, là, de la famille, et on vient, parfois on fait de la fête et tout, et l'argent fini, on se retrouve que dalle.
Et il m'est arrivé, sincèrement, ouais, comme pour vous répondre à votre question, il m'est arrivé souvent de me retrouver dans une situation précaire où il fallait manger des pâtes. D'où le dicton étudier en pâtes, quoi. Alors, en fait, c'est ça, on a mangé des pâtes, et parfois il n'y a pas de pâtes, on a fait des chèques blancs, hein, on va dans les supermarchés. Comme on n'a pas assez d'argent, on sait que le compte n'est pas approvisionné, on émet un chèque qui n'est pas approvisionné. Parfois, on risque de se retrouver dans une situation d'interdiction bancaire, ce qui n'est pas surtout souhaitable. Donc oui, effectivement, j'ai couru pas mal de risques, hein, et il m'est arrivé de dormir dans les gares. Dans le métro? Ouais, dans le métro, parce que voilà, il n'y avait pas assez de moyens. Bon, c'était aussi les petites galères de nouvel arrivant, quoi. Il s'en sort tout de même aujourd'hui et retourne l'ascenseur à sa famille comme il le peut. Je suis ingénieur aujourd'hui, je travaille dans le système d'information bancaire en fait. Je suis consultant et je travaille à mon propre compte, je suis chef de projet. Les difficultés que les étudiants ont ici en France, le plus souvent, c'est qu'il y a la famille déjà. À partir du moment qu'on est étudiant, on commence à aider la famille. Il faut travailler, il faut ramener de l'argent au pays. Donc je ne dirais pas qu'ils sont satisfaits ou insatisfaits, mais en tout cas, depuis que nous sommes là, on essaye tout le temps de tenir la marmite au feu, quoi. Et voilà, et chacun de nous participe à sa manière pour le bonheur de la famille restée au pays, quoi. Mais au pays, lorsqu'on a un parent à l'extérieur, on a tendance à croire qu'il baigne dans l'opulence. On est loin d'imaginer la souffrance et la pauvreté qui existent aussi en Occident. En général, en France, les ingénieurs sont bien payés, mais c'est sur papier. Quand on tient compte des charges et tout, des impôts, et puis la famille surtout au pays, qui devient de façon sempiternelle nécessité, quoi. Et parfois, on se retrouve au rouge, hein. À Paris, le problème de logement est un casse-tête pour de nombreux expatriés. Un problème auquel le gouvernement français peine à trouver une solution. Récemment, c'est aux églises que de l'aide a été demandée pour héberger les sans-abri. Dans un tel contexte, où le prix du loyer reste très élevé, de jeunes Guinéens ont trouvé une astuce. Korka nous conduit chez eux. On s'est dit que pour ne pas perdre de vue ce que nous connaissons au pays, nous nous sommes dit pourquoi ne pas penser à loger ensemble, à garder des bons moments ensemble, et puis bon, voilà. Et il y a aussi le problème aujourd'hui, pour trouver un logement à Paris, on le sait, c'est pas du tout facile, ça coûte assez cher, mais aujourd'hui en colocation, nous arrivons à arrondir bien les fins du mois. On paye relativement moins cher par rapport à chacun de son côté. Et nous vivons en communauté, nous avons les mêmes mœurs, nous nous connaissons, et puis voilà, c'est comme une famille, quoi. Ça nous revient à 2 000 € quand même. 2 000 €. Ouais. C'est un peu soulageant sur le fait que, voilà, pour avoir un truc comme ça, bon, à peu près chacun de son côté, il faut débourser au moins 700 ou 800 €. Et aujourd'hui, on a 4 chambres, chacun a une chambre, qui nous revient à peu près à 400, 450 €. Pour survivre et payer le loyer, chacun est obligé de faire un petit job. Et à tour de rôle, un planning est établi pour le nettoyage et la cuisine. On mange le même repas, on a des plannings de préparation, voilà, chacun a son tour pour faire la cuisine. On fait le ménage, on a un planning bien établi. Bon, voilà. Moi, je suis ce qu'on appelle ici étudiant salarié. Donc, je suis en cours et en même temps, je donne des cours dans un lycée, ce qui me permet d'arrondir la fin du mois, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure. Donc on essaye d'avoir des plannings compatibles avec les cours et puis travailler, quoi. On a des charges qui nous sont communes, genre chercher à manger, faire la cuisine, entretenir les lieux, c'est pas facile. Mais avec le temps, on essaie chacun de s'arranger entre nous en fait. Lorsque l'on réunit 4 hommes dans un même appartement, de petites disputes surviennent quelquefois. Rien de grave, ils les surmontent très rapidement. En colocation, tout n'est pas rose. Mais quand on est en communauté, on peut se supporter. Les difficultés, c'est quoi? Chaque personne a son tempérament. Okay? Aujourd'hui, on peut commencer à être en que tout va bien, mais au bout d'un moment, ta personnalité elle ressort. Si ton coloc
ton colocataire, si je me permets de le dire, coloc, te comprend, vous allez toujours trouver un terrain d'entente. Sinon, ça part en dispute, c'est pas en engueulade tout le temps. Et c'est pas bon. Les sujets de tension, c'est des trucs très bêtes souvent, qu'on fait par erreur ou par manque d'inattention. Genre, par exemple, sur des principes de base que vous vous fixez dans la colocation, genre des plannings de nettoyage, comme vous l'a dit mon prédécesseur, genre des plannings de préparation, genre par exemple ne pas laisser telle ou telle chose traîner dans le salon, et que derrière, voilà, il y a un qui laisse traîner, et après tu viens, tu le fais le moral, non, tu ne fais pas le moral, tu vois. Donc c'est très simple, c'est des trucs basiques comme ça, c'est pas genre c'est des tensions colériques, non. Voilà, c'est pas colérique. Cet appartement est comme un nid pour de nombreux jeunes Guinéens venus fraîchement du pays, ne maîtrisant pas le rythme de la vie parisienne. Korka, lui aussi, est passé par là, avant de sortir du nid et de prendre son envol. Manamé Diarra, une jeune Guinéenne qui a pour passion depuis sa tendre enfance la danse. Une passion qui a fait d'elle une danseuse semi-professionnelle et chorégraphe de plusieurs événements dont Miss Guinée France. La danse, comment vous expliquer? Dès que j'entends la musique, les rythmes m'interpellent et mon corps il bouge tout seul. J'ai trouvé ça très amusant étant jeune et on va dire que c'est le côté amusant qui m'a attirée vers la danse. Ce côté amusant, c'est de se dire que juste avec des rythmes, on peut se mettre à bouger et ensuite à exprimer ce qu'on souhaite. Pour moi, la danse, je l'utilise, on va dire, c'est extra professionnel. Ça veut dire que j'ai un métier et après, en parallèle, j'ai ma vie artistique. J'enseigne beaucoup en fait la danse raga dance hip hop. Et ensuite, dedans, je mélange après avec toutes les connaissances que j'ai pu avoir au niveau artistique. Donc la danse africaine, la danse un peu moderne jazz, classique. Donc c'est un mix en fait, on va dire, c'est de la danse urbaine, la danse qu'on appelle street, qui me permet après de faire un petit milkshake de toutes ces danses-là et de la porter après à mon public. Parallèlement à la danse. Donc là on voit le côté artistique, le côté un peu fofolle. Et sinon Manamé elle travaille dans une boîte en fait de conseil et je suis consultante. Donc je manage des équipes, je fais un peu d'audit, je fais en fait la mise en œuvre. Pour sa Guinée natale, elle a des pensées très profondes. Pour moi, je pense que la Guinée, il faut qu'elle arrive à respecter sa devise. Quand moi je suis arrivée en Guinée et que j'ai vu la devise guinéenne qui est travail, justice et solidarité, ça m'a donné les larmes aux yeux. Parce que je me dis, avec ces devises-là, on ne peut pas en être là aujourd'hui. Le travail, pourquoi notre pays ne va pas se centrer sur nos ressources? On est l'un des pays les plus riches du monde et on arrive à être aujourd'hui l'un des plus dépendants au lieu d'importer. Pourquoi on ne va pas cultiver notre terre, notre richesse pour justement la monter à sa juste valeur? On parle de justice. Pourquoi aujourd'hui les militaires et les policiers ils ne seront pas justement notre ami et notre protecteur? Pourquoi il y aurait justement tous ces problèmes-là entre militaires et citoyens? C'est pas le but. Et quand après on parle de solidarité, il y a beaucoup d'ethnies. Pourquoi avoir des guerres entre interethnies? Je comprends pas. À la base, on a tous le même but. C'est de valoriser notre pays et aussi nous-mêmes de se dire notre pays est riche, moi-même je suis riche. Pour ça, il faut juste se souder. On a tous des valeurs, on a tous des principes. Arrêtons de voir qui est mieux, qui est pas mieux. C'est notre comportement qui va faire qu'ensuite, les gens, quand ils vont nous voir, ils vont se dire « Ah, ce pays-là, il en vaut la peine ». Le fait d'être né en France et d'avoir en fait des origines guinéennes, pour moi, je trouve que c'est une chance. En fait, c'est des fois une chance et des fois une malchance. Pourquoi? Parce que quand on va en Guinée, on va nous dire « Ah, ça c'est la française, ça. Où elle est ?» Et quand on est ici, des fois, il y en a qui vont dire « Ah, elle là, c'est une noire. » Moi, tout ce que je dis, oui, je suis française,
mais mes origines, c'est la Guinée. Donc pour moi, ces deux parties-là, c'est ce qui fait Manamé Diarra. Et ça n'a pas été une difficulté, mais plutôt une force. Le plus grand événement culturel guinéen à l'extérieur est Miss Guinée France. Une initiative de l'AJGF qui est à l'origine également de l'organisation du premier forum guinéen pour l'emploi, une ONG qui sert de pont entre la Guinée et sa diaspora vivante en France. Depuis sa création, l'Association guinéenne de France a pour actif l'organisation de la première édition, de l'organisation annuelle de Miss Guinée France. Donc là, on est à la 5e édition. C'est un événement aujourd'hui culturel qui permet de valoriser la femme guinéenne dans l'Hexagone. Aussi, nous avons aussi des projets de développement qu'on mène actuellement en Guinée, parce que vous savez, on a compris qu'on a des possibilités d'aider aussi ceux qui sont en Guinée. C'est pourquoi on a des projets qu'on mène aussi en Guinée. Donc là, on rénove actuellement l'école primaire de Cité de l'Air et au mois de juillet, on a rénové l'école primaire de Nongo. Et en même temps, on vient d'obtenir un financement de 95 000 € du ministère de l'Intérieur français pour la rénovation et l'équipement de l'école primaire et collège de Timbitouni. Nous avons aussi des actions qu'on mène ici pour l'intégration de jeunes, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui arrivent ici. On les aide dans leur démarche administrative, aussi pour vraiment leur permettre de s'intégrer facilement à travers aussi des formations qu'on les fait faire ici en France. Le coordinateur de Miss Guinée revient sur le critère de sélection des candidates et le succès que connaît l'événement. La présélection se fait dès le début de l'année à travers le site internet de l'Association des jeunes guinéens de France, ajgf.fr. On lance un appel à candidature et puis les filles de toute la France, de toutes les régions viennent s'inscrire. Donc c'est quelque chose de très simple. Et après, vers le mois de septembre, on procède à un casting et là il y a les répétitions, 6 à 7 semaines de répétition. Après l'événement a lieu généralement mi-octobre, début novembre. Le succès cette année de Miss Guinée France, on le doit aux jeunes filles, hommes et femmes qui travaillent matin, midi et soir pour cette association, pour Miss Guinée France, au rôle du bureau et particulièrement de son président, Mamadou Boubacar Diallo, qui a insufflé un nouveau dynamisme. Et puis aussi à tout le comité qui a travaillé, des forces créatrices et novatrices qui sont là, qui se réunissent et qui essaient de donner au maximum. L'objectif final étant de vendre le rouge, jaune, vert à travers le monde. À présent, allons à la rencontre des Miss, le trio gagnant pour l'année 2013. Chacune d'entre elles a un projet de développement pour la Guinée, grâce aux opportunités que leur offre l'association. Ma famille est particulièrement touchée par la drépanocytose et également parce que je suis partie d'un constat alarmant qui est un enfant sur 25 en Guinée souffre de la drépanocytose et un adulte sur 5 est porteur du gène de la drépanocytose. Mais malgré tout, la maladie demeure méconnue de la population. Il y a également un problème de dépistage. La Guinée manque cruellement de matériel, sans compter que les frais médicaux sont très coûteux, ce qui est inaccessible pour beaucoup de Guinéens. Dans le cadre de mon projet, c'est vraiment pouvoir œuvrer pour l'ouverture d'un centre de santé, un centre qui allierait dépistage, soins, formation et recherche clinique. L'ampleur de mon projet nécessiterait de fédérer plusieurs partenaires. C'est pourquoi j'en appelle aux autorités guinéennes. J'espère qu'ils seront touchés par ma cause et qu'ils m'apporteront leur aide.
ce projet m'est certes personnel, mais je ne veux pas être seule à le porter et j'espère que beaucoup de Guinéens me rejoindront. Je suis contre la torture et je suis donatrice de Amnesty International. Et ce que j'aimerais un jour, c'est qu'aucun homme sur Terre ne souffre, parce que ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Et ce que je trouve que l'homme, parce que c'est de l'émotion pour moi, j'aimerais qu'un jour que tous les hommes soient égaux, soient sur le même pied d'égalité. Et que tous les hommes soient unis derrière une valeur qui est le partage et le bonheur. Voilà, c'est mon plus beau souhait. Pourquoi tu veux verser des larmes? Parce que pour moi, ça me tient vraiment à cœur que les hommes... que les gens passent. Alors, ça me tient vraiment à cœur que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, même si c'est difficile, mais qu'il n'y ait plus de pauvres, qu'il n'y ait plus ces personnes qui souffrent. Parce que chaque jour que je fais des prières, je demande au bon Dieu de pouvoir un jour aider ces personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pour le choléra, on a observé que ces derniers temps, on a eu beaucoup de cas contre cette maladie. Et moi, mon but, c'est d'apporter un soutien à la Guinée pour combattre cette maladie qui a fait beaucoup de morts dans notre pays. À travers l'horoscope chinois, l'on découvre qu'au-delà de la consécration, elles ont des goûts et des philosophies différents. Un petit jeu auquel elles se sont prêtées avec enthousiasme. Alors, si j'étais un fruit, je serais la fraise parce que c'est petit et rouge et ça me caractérise. Si j'étais un fruit, je dirais l'orange. C'est un fruit pétillant, c'est un fruit vitaminé, c'est un fruit vivant, c'est ce que je peux être parfois. J'aime tellement tous les fruits, mais bon, je vais en choisir un, je dirais la pêche, parce que c'est quelque chose de doux et de très beau. Kiss de Prince, une chanson très dynamique et très sensuelle. La chanson que je préfère, c'est Lord of Swing, parce qu'elle me rappelle beaucoup mon papa. C'est la chanson de Shakira, Je t'aime à mourir. Ah, ce serait Marseille. Je suis marseillaise, Marseille. Une ville, c'est Berne. Berne en Suisse, parce que tout est propre, tout est carré, et c'est une partie de nous. Je dirais Barcelone, en Espagne. J'aime beaucoup la culture hispanique, j'aime beaucoup la musique latine, tout ce qui est salsa, merengue. Et je crois que Barcelone, c'est aussi un carrefour de rencontres où se mêlent plusieurs populations. Ça me plaît beaucoup. Je serais une colombe. Comme vous savez, la colombe symbolise la paix, pour revenir à ce que je disais sur la paix. Et également parce que la colombe est un oiseau, c'est le symbole de la liberté. Et je veux montrer que je suis une femme libre et indépendante. Un animal, la panthère, parce que la panthère est forte et protège. Une lionne, un animal, une lionne, pardon. Ça serait une lionne, pourquoi? Parce que c'est un animal très protecteur. Elle est très protectrice envers son mari et ses enfants. C'est elle qui nourrit la famille. Ah bon? Un petit peu comme oui. Okay. C'est la lionne qui va chasser. Et oui, c'est ça. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me convient bien parce que je suis là pour ma famille, pour mes amis et pour mon nom. C'est le savoir, alors l'intelligence, c'est savoir ce qu'on ne sait pas. Et c'est une sagesse taoïste. Et l'homme propose, Dieu dispose. Parce que pour moi, on a beau aimer, beau faire tout ce qu'on veut, avec la bénédiction de Dieu, on pourra faire de bonnes choses. Voilà, ma philosophie personnelle, ce serait jamais un échec, toujours une leçon. Parce que quand il nous arrive des péripéties désagréables dans la vie, je pense qu'il faut toujours garder le meilleur. Dans les rues de Paris, à Guy Moquet, nous croisons le chemin d'un groupe d'artistes musiciens. Monomusica. Sundiata alias Gandiata. Je m'appelle Sundiata et je suis fille d'être appelée savant d'être dans Monomusica. C'est comme ça que tout le monde m'appelle, tout le monde m'appelle comme ça. Moi c'est Josilio, Josima communément appelé.
Après, il y a M. Asler, Mr. Comblé d'Estime. Au nombre de 5, les autres membres sont à Conakry. Mais ensemble, ils restent liés et travaillent à faire avancer leur musique. Les deux autres sont en Afrique. C'est Jacques et Ousmane. Donc nous trois, nous vivons ici. Et ça fait une dizaine d'années qu'on vit en France. Bien qu'étant des artistes, ils ne vivent pas que de leur musique. Parallèlement à la musique, j'ai un boulot. Je suis intérimaire chez Manpower. Je travaille chez CPCU, c'est-à-dire Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain. Je me cherche, voilà quoi. À part la musique, je fais un peu tout quand même au niveau du boulot. Sinon, j'ai une formation comme agent de sécurité incendie, je fais tout. Des fois même, je travaille chez PSG, chez Casino, juste pour attraper les deux bouts. Personnellement, je suis au chômage, je ne fais rien en ce moment. Donc je ne vis que de la musique. La Guinée yo, la Guinée yo, tous les matins comme la musique a fait des mérites, la Guinée cuito. Et mère foule mani que nous sommes tirés boré kankema, ne wa magere sauf nanga fera la Guinée onalu, embore onalu. Wanalu embore gere mufan la Guinée yo waya bagere la wana tomane na mutima wuli no minifa wanaluna so se bene bore fule bene bore marinkenu kisi tomane birin bene bore langdo me bene bore konyagi bene bore marinkenu kisi tomane birin bene bore na la Guinée yo waya bagere la gere mufana wana tomane na mutima wuli no minifa wanaluna. Nous mettons à présent les voiles pour l'ambassade de Guinée en France, le seul endroit où des Guinéens viennent demander conseil et soutien. Le bâtiment diplomatique a fait peau neuve dans son organisation et son fonctionnement depuis l'arrivée de son Excellence Amara Camara. On fait en sorte que cette ambassade soit la première vitrine de la Guinée, que les gens, quand ils viennent ici, se sentent dans un cadre où on travaille d'abord, et le cadre agréable, propre et correct. Qu'on soit au service des gens, qu'on soit courtois, qu'on soit aussi soucieux de respecter et le Guinéen et le non-Guinéen. Deuxième chose, il a fallu mettre aussi de l'ordre dans la gestion des finances. Il n'y a pas de miracle. Nous avons un pays qui a des potentialités. Le laboratoire qu'est cette ambassade, nous pouvons vivre avec ce que nous avons. Je dis qu'il suffit que l'argent de la Guinée aille à la Guinée pour ne pas avoir. Donc on a assaini sur ce plan-là, on a assaini les finances. On a tout ce qu'on a dépensé ici, toutes les améliorations qui ont été faites ici, nous n'avons pas demandé un centime de plus au pays. Et nous sommes encore bénéficiaires. On a fait avec les moyens qu'on avait. Nos recettes consulaires et le budget de fonctionnement, nous les avons utilisés dans le cadre strict de ce pourquoi les fonds avaient été alloués. En tant que représentant politique de Sékou Touré en France, il connaît plutôt bien cette diaspora. J'ai un regard positif, moi-même étant issu de cette diaspora. Elle est, vous savez, l'immigration guinéenne est une immigration d'intellectuels au départ. C'est-à-dire que ceux qui sont venus ici, les Guinéens qui sont venus en France, c'est pour étudier, faire des stages. On n'a pas connu la vague des Sénégalais et surtout des Maliens. C'est ce qui nous différencie. Donc on a une diaspora qui est d'un bon niveau, qui est un patriotisme, parce que la Guinée a cette particularité, c'est que nous sommes très politisés. Et depuis 1958, on a fait notre singularité. Mais je considère que c'est positif de mon point de vue. Le diplomate ne manque pas d'éloges à l'endroit de l'AGGF en particulier et des jeunes Guinéens en général qu'il trouve mieux organisés et moins enclins aux facteurs de division. L'association des jeunes Guinéens de France est une association qui a eu cette initiative et que nous avons accompagnée. Cette association fait beaucoup pour la communauté, s'occupe beaucoup des jeunes
Et moi-même, j'ai été interpellé chaque fois que je me suis déplacé dans une ville universitaire, j'ai été interpellé par des Guinéens, des étudiants qui ont terminé ou qui sont en voie de l'être et qui disaient nous voulons bien rentrer chez nous, mais pas pour aller chômer. Nous avons souffert ici, nos parents ont souffert pour nous envoyer. On veut avoir la certitude d'un emploi. Donc ça, c'était une des voies et j'ai salué cet événement-là. Je l'ai accompagné et le ministre Lamantan s'y est personnellement impliqué. Ça a eu un succès retentissant et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Au sein de la communauté guinéenne de France, tout est loin d'être rose. Les vieilles disputes liées à la politique, à l'ethnocentrisme, impactent malheureusement certains rapports. Vous savez, l'ethnostratégie ou l'ethnocentrisme, c'est un manque d'idées. C'est quand on n'a pas de programme politique, quand on n'a pas d'idées à défendre, on n'a pas de projet de société à proposer, c'est l'équivalent du populisme ici. Vous savez, il y a des thèmes ici qui vous apportent au minimum 20%. Il suffit de parler d'immigration, d'insécurité et d'islam, vous avez tout de suite 20% d'électeurs. C'est facile, c'est simpliste, et l'ethnocentrisme, c'est ça, c'est simplifié, parce qu'on n'a pas d'idée à défendre. Donc, malheureusement, ça se reflète ici, mais je fais avec, et je n'ai aucun complexe devant qui que ce soit à défendre le bilan de ce que nous sommes en train de faire, qui n'est ni Peul, ni Malinké, ni Soussou. Ce qui est fait, c'est fait pour la Guinée. Et ceux qui se battent pour l'alternance, si un jour ils avaient cette alternance, ce qui est fait aujourd'hui, c'est ce qu'ils n'auront pas à faire demain. S'ils l'avaient fait hier, nous n'aurons pas à le faire. Parce que tout est prioritaire chez nous. Et il y a un autre aspect de l'ethnocentrisme sur lequel, le jour où on a amélioré les conditions de vie de nos populations, les gens réfléchiront plus en termes de pouvoir d'achat qu'en termes ethniques. Certains compatriotes nous ont confié à Nof que l'ambassade guinéenne ne fait pas assez pour eux quand il est question des problèmes liés aux étudiants et aux affaires sociales de la communauté. Je pourrais faire un démenti là-dessus. Comment s'impliquer dans les affaires sociales, comment s'impliquer au niveau de la société. Chaque fois que nous avons été mis à côté, on l'a fait. Si je devais tout dire, je serais obligé de parler de moi. Et je n'ai pas envie de parler de moi. L'ambassade fait ce qu'elle peut. L'ambassade, sachez que l'ambassade n'a pas de budget social. Que si on contribue de notre poche. Et quand on ne peut pas, vous savez à qui on fait appel et qui paye de sa poche? Le président de la République. Il y a eu des rapatriements de corps ici. En personne? En personne. C'est venant de sa poche. Qui, ça, simplement, je ne donne pas le nom, on a un préfet qui est en transit, on lui a découvert une maladie, elle a été opérée, ça a été payé, il n'y avait pas de protection médicale. Donc ce qui veut dire que tout ce qui concerne les Guinéens, honnêtement, nous faisons peut-être pas assez, mais nous faisons suffisamment. Au niveau des étudiants, c'est pareil. On a pris quelques-uns en charge. Vous êtes arrivés, si vous avez remarqué, vous avez trouvé deux jeunes, M. Barry et Mlle Bio, qui sont des étudiants qui ont des problèmes qu'on a résolus. Et pratiquement tous les jours que le bon Dieu fait, Mme Fatoumata Barry est à la disposition des Guinéens, boursiers, non boursiers. Chaque pays a des règles. Venir ici en situation irrégulière, penser que moi, ambassadeur de Guinée, je peux influencer la politique française d'immigration, c'est un leurre. Quelqu'un qui vous le dirait, vous aura menti. On peut aider, tout ce qu'on peut faire qui reste légal, nous le faisons et nous le ferons. Que peut-on inscrire à l'actif de l'ambassadeur depuis sa prise de fonction? À cette question, l'ambassadeur répond avec une certaine modestie. L'on a constaté tout de même beaucoup de caméras de surveillance, des bureaux bien équipés et un environnement de travail propre. L'ambassade n'est pas toute faite de caméras. La télésurveillance, c'est le minimum de la sécurité dans un pays normal. Vous savez, vous avez des villes ici où toutes les rues sont entièrement sous surveillance. Ici, ce n'est pas une question, c'est pour des mesures de sécurité aussi simple que ça. S'assurer, vous savez, je vais vous faire lire. Une des premières applications de cette télésurveillance, c'est quand on a vu sur les caméras un de nos employés
je pense que son marabout a dû lui dire que pour avoir ça, il faut faire ça, qui a mis des graines de riz de tous les côtés. Ça fait rire, mais au moins ça a rassuré. Bon, que tout ce qui pouvait rentrer ici la nuit, parce que c'est 24 heures sur 24, ce n'est contre personne, c'est simplement une question de sécurité, c'est tout. L'argent que les diasporas guinéennes envoient à leurs familles est supérieur au budget national. C'est dire combien de fois il est important de les intégrer dans les différentes politiques de développement. Chacun a appris de l'autre côté quelque chose qui peut être bénéfique pour les populations guinéennes. De véritables ressources humaines, abondantes et qualifiées, qui profitent au pays d'accueil au détriment de la Guinée. N'appartient-il pas à l'État guinéen de créer les conditions d'investissement dans le pays et de faciliter le retour bercail de ceux qui le souhaitent, car le développement d'un pays n'est pas fonction des richesses de son sous-sol, mais c'est plutôt la somme de ses ressources humaines. Chers compatriotes, il n'y a pas de miracle. Il faut travailler, travailler, toujours travailler, être intègre et compétent. Mettez toute votre compétence au service de votre pays. Si vous n'en bénéficiez pas personnellement, les populations qui sont dans le besoin bénéficieront de ça. Et j'ai foi en l'avenir de la Guinée. Qu'on nous laisse travailler, les Guinéens verront. Et l'Afrique verra et suivant le monde avec ça. En langue maternelle? Fallait me dire ça avant. Alors comment on dit en sous-sous En langue maternelle? Non, je sais pas. En langue maternelle, en langue maternelle, ça serait en sous-sous, donc je dirais... Comment on dit en sous-sous? Je sais plus. Comment on dit bonjour? Non, bonjour. En sous-sous. Irouali. Non, Tanamouna, voilà. Et en couleur, on dit en sous-sous, ça sera Tanamouna. Et comment est-ce que vous faites pour dénicher toute cette beauté guinéenne? En fait, la sélection se fait dès le début de l'année. On procède par un appel à candidature via le site internet de l'association. Le succès de Miss Guinée-France, on le doit aux jeunes hommes et femmes qui travaillent matin, midi et soir pour cette association. Nous avons connu... Est-ce que vous voulez dire oui, et juste un bonjour et un coucou à la famille, l'autre côté de la famille qui se trouve. Très bien, d'accord. Awamba Albe Kontona, Ade Ani Diatakendia, On va le refaire. Après, il faut tout de suite repenser autrement. D'accord, je vais dire simplement, voilà, Balbe Kontona. Un mot dans votre langue natale. Alors, Gaboso ma de Nikeni ou c'est Gave en France, Galamama. C'est quoi la place des droits de l'homme? Ah bah, là, il faut demander Bertrand Delanoë. Je suis en direct de Choisir le Roi avec Moïse en train de m'interviewer pour Immersion. C'est quoi? Immersion sur Espace TV. Oh, tu filmes là? Tu vas faire rire. Parce que toi, on dit de faire un truc discret. J'ai 28 ans. Et là, je suis là. Je sais plus. Et malgré que tu sois là en France, la musique guinéenne reste en toi, quoi. Ah oui, mais juste à écouter le rythme. Et en plus, quand on voyait les clips guinéens, je disais à mon père, papa, plus tard, je serai la danseuse derrière les stars. Même s'il m'a beaucoup calmé, hein. En tout cas, je danserai sur la musique. Ma couleur préférée, c'est le noir. En fait, ça va pourquoi? Le marron. Parce que c'est ce qui ressemble à ma peau. Et une couleur Qu'est-ce qu'il faut dire là? Alors dis-moi, t'es de quelle nationalité? Moi je suis française et d'origine mauritanienne marocaine. Voilà. Yafoy.
Nous sommes au 18e, plus précisément en quartier, on peut dire à densité africaine, comme moi j'aimerais le dire. Point. Nous sommes au cœur de Paris, plus précisément dans le 18e. Nous trouvons bien sûr des Africains de divers horizons. Maliens, Guinéens, tout ce que vous pouvez comprendre comme Africains. Mais non, on se retrouve en famille pendant les cérémonies. Mais là, le lac, tu vois? Allez, je vous pose cette question. Comment se comporte l'Afrique? La Guinée est une famille. Unissons-nous pour l'avenir de notre patrie. On y va. La Guinée dit yo. Namo, namo, namo. La Guinée dit yo. Namo. Tous les matins, comme on a musique, fait des mérites, la Guinée cuito. Et mère ne foule mani que nous sommes tirés boré kankema. Ne wama gere sauf manga fera la Guinée wonalu. Embore wonalu. Wonalu. Embore gere mufan. La Guinée dit yo. Waya ba gere ra. Wona tomane na motima wuli no minifa wonaluna. So se bene. Bore. Fule bene. Bore. Marinkano kisito mane birin bene. Bore. Langdome bene. Bore. Kuniagi bene. Bore. Marinkano kisito mane birin bene. Bore. La Guinée dit yo. Waya ba gere ra gere mufana wona tomane na motima wuli no minifa wonaluna.